Cette campagne-là, elle est un peu différente, puisqu'il y a deux extrêmes droites, le Rassemblement national de Marine Le Pen, candidate pour la 3e fois à la présidentielle, et la nouvelle candidature du journaliste identitaire Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que ça fait des mois que l'extrême droite monopolise le débat public à partir de justement la candidature putative de Zemmour, sur lequel déjà les médias ont commencé à gloser tout l'été. On a bien vu que pendant des mois, le feuilleton et la rivalité entre Marine Le Pen et Éric Zemmour s'installait, prenait toute la place dans le débat public. Et puis ce que ça change, c'est aussi que par l'intermédiaire de la candidature d'Éric Zemmour, des thèmes qui jusque-là étaient proscrits dans le débat public, la remigration, le grand remplacement, on en parlera tout à l'heure, sont devenus quasiment des objets dont on pouvait parler comme ça, une heure de grande écoute. Donc, on va dire ce que ça change, c'est un renforcement colossal, un doublement du temps de parole aussi pour l'extrême droite. Mais est-ce que ça crée des réserves de voix nouvelles, par exemple ? On parle souvent du plafond de verre électoral du Front National. Est-ce que là, la présence d'Éric Zemmour, par exemple, fait que pour Marine Le Pen, il y a plus de voix éventuellement disponibles pour un second tour ? Ce qui est certain, c'est qu'elle a aujourd'hui un candidat qui est donné à plus de 10% dans les intentions de vote et qui peut potentiellement lui amener des voix en cas de second tour. Mais il faut faire attention parce que c'est pas une arithmétique exacte. En réalité, dedans, il y a un électorat qui est beaucoup plus catholique, qui est beaucoup plus filloniste en 2017. En tout cas, dans les soutiens qu'on a pu nous documenter d'Éric Zemmour, c'est des gens qui sont issus de la haute bourgeoisie, qui ne connaissent pas les difficultés économiques du quotidien et qui, voient en Marine Le Pen une ligne rouge à ne pas franchir. Donc il faut être prudent sur les reports de voix, même si c'est vrai qu'elle a ce package de voix qui peut en partie lui revenir. Nicolas Lebourg, est-ce qu'il y a une différence fondamentale pour vous entre ces deux candidatures ou du point de vue de l'historien, est-ce que c'est finalement les deux faces d'une même monnaie, celle de l'extrême droite ? Les deux participent de l'extrême droite de manière très claire au niveau idéologique. On refait un peu le match de 2002. La ligne de monsieur Éric Zemmour, c'était la ligne d'un candidat qui s'appelait Bruno Maigret, qui avait été le numéro 2 du Front National, qui avait fait scission. Et puis il y avait la ligne de Jean-Marie Le Pen. Ces courants-là travaillaient ensemble dans le cadre du compromis nationaliste depuis la fondation du Front National jusqu'à cette scission en 1999. Et là, on revient à ça. Donc ils n'ont rien d'irréconciliable. C'est pas du tout des extrêmes droites irréconciliables. Il y a des différences de nature entre les uns et les autres sur les projets. Mais tout ça participe de ce qu'a été le Front National pendant des décennies où tout le monde cohabitait ensemble. Une extrême droite, donc, à deux têtes, a imposé ces thèmes avec, d'abord, évidemment, il faut le dire, la complicité de certains médias. Les chiffres montrent clairement que l'extrême droite occupe la majorité du temps d'antenne politique dans TPMP. On peut très clairement observer une surmédiatisation de l'extrême droite, en particulier du pré-candidat Zemmour en septembre-octobre, notamment, donc, qui va rejoindre un petit peu l'idée que dans les chaînes du groupe Bolloré, on fait la promotion d'un candidat en particulier. Les chiffres montrent clairement que l'extrême droite occupe la majorité du temps d'antenne politique dans TPMP. On est à 52% pour les 4 formations politiques et ses représentants dans TPMP, et vient très loin derrière les représentants de la majorité, à 22% et quelques. Donc on a une répartition qui est assez peu représentative de ce qu'est réellement le rapport de force et la compétition électorale à l'heure actuelle. Et puis, c'est problématique aussi parce que le traitement narratif qui est fait du cas Zemmour va être très favorable aux candidats, en fait. C'est une émission qui valorise beaucoup la figure de la victime pour tous les types de sujets, de plateaux, de sociétés, etc. Mais elle va, du coup, entrer complètement en logique avec la façon de se présenter qu'a Éric Zemmour, c'est-à-dire de s'inscrire, de se victimiser en permanence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en TPMP, encore, sous cette spécificité, s'intéresse beaucoup aux performances médiatiques et de communication. Et donc, c'est une forme de dépolitisation aussi des contenus même de l'extrême droite et des idées politiques d'Éric Zemmour que d'aborder la question toujours sous l'angle: a-t-il réussi son meeting, a-t-il réussi cette visite à Drancy, a-t-il réussi son lancement de campagne, etc. Les chroniqueurs qui pourtant répètent à l'envi qu'ils ne partagent pas les idées d'Éric Zemmour appliquent clairement
répondent à la question qui leur est posée. Ça fait le jeu clairement de la communication d'Éric Zemmour. À plusieurs reprises, on a pu constater à travers ce candidat la faiblesse du contradictoire. Les chroniqueurs ne sont pas forcément les mieux placés. Ils réagissent beaucoup avec leur indignation, mais assez peu avec des questions de fond, avec des arguments. Et à chaque fois que le débat devient un peu technique ou mobilise des savoirs spécifiques, Cyril Hanouna, encore une fois, est là pour ramener les choses à leur façon. Et puis il y a aussi 2 séquences particulièrement problématiques pendant la pré-campagne qui ont été de véritables opérations de propagande de la part d'Éric Zemmour, et que TPMP a servi juste de relais direct de cette propagande. C'est quand Éric Zemmour a fait des vidéos enregistrées, dont une exclusivement pour TPMP, dans laquelle, notamment, il appelait les citoyens à le rejoindre sur sa chaîne YouTube. Cyril Hanouna lui a offert une arène, une antenne, une tribune considérable, sans jamais interroger, puisque la vidéo était enregistrée. Il n'y a pas eu, évidemment, de contradictoire dans ces moments-là. C'est toujours l'argument de « on donne la parole à tout le monde » qui va primer, associé à celui de « il y a du contradictoire ». Je ne dis pas que les personnes qui sont invitées et qui représentent Éric Zemmour ont un tapis rouge devant elles, mais le fait que toujours on centralise Éric Zemmour, même si on le critique, va lui profiter. À la base, le titre, c'était un hommage à « Touche pas à mon pote ». Donc maintenant, il se trouve que Cyril Hanouna fait la promotion d'un candidat ouvertement raciste et condamné plusieurs fois par la justice pour haine raciale. Donc voilà. Claire Secaille, elle fait ce constat pour les émissions de Cyril Hanouna chez Bolloré, mais en fait, c'est un constat assez général. Ouais, je pense que c'est quand même la grande nouveauté de cette campagne électorale pour l'extrême droite, c'est d'avoir un paysage médiatique aussi construit en sa faveur. Et ça, c'est vrai que c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Donc, il y a évidemment l'Empire Bolloré qui s'est mis au service de la candidature d'Éric Zemmour. On a aussi tout un tas de médias proches de Marion Maréchal qui ont préparé cette campagne. Et puis, je pense qu'il faut aussi rappeler au sein de l'équipe de Marine Le Pen tout le travail qui a été fait auprès des journalistes pour rendre l'image de Marine Le Pen plus lisse. On a vu l'attachée de presse de Marine Le Pen faire tout un travail pour empêcher que Marine Le Pen soit qualifiée de candidate d'extrême droite. Donc on a vu une normalisation. Puis une campagne avec des selfies, j'adore les chats, enfin voilà, des mises en scène de Marine Le Pen. Il y a eu toute une mise en scène de Marine Le Pen comme la candidate normale, proche des gens, totalement justement déradicalisée. Donc voilà, je pense que c'est quand même la grande nouveauté, c'est l'affaissement quand même général médiatique par rapport à l'extrême droite. Elle a réussi à faire en sorte que certains de ses slogans se retrouvent dans une partie de la presse. On a vu la vague bleu marine, on a vu la dédiabolisation, le FN New Look, le FN Light, le nouveau FN, cette terminologie arrivée dans les titres de presse, une partie de la presse en tout cas. On n'entendait plus parler de Front National mais de Front, on n'entendait plus parler de lepénisme mais de marinisme. Donc cette sémantique, elle est quand même importante parce que ce glissement, il a commencé à se faire au début des années 2010 et puis en 2012, on a vu vraiment ces termes arriver assez largement. Et puis surtout, on va en parler peut-être tout à l'heure, elle a fait aussi sa grande entrée dans la presse people, dans la presse féminine, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est assez intéressant de voir ce gros travail qu'elle a fait. Et puis surtout, elle est, ainsi que Zemmour, ce que les médias, ou en tout cas certains médias, notamment télévisuels, appellent une bonne cliente. C'est le moyen de faire de grosses audiences pour pas mal de médias. Et donc ça explique aussi que c'est un jeu gagnant-gagnant entre l'extrême droite et une partie des médias. Alors, un des thèmes que Éric Zemmour a installé dans le débat public, c'est ce thème avec des guillemets, bien sûr, de grand remplacement, une théorie raciste formulée par le théoricien suprémaciste Renaud Camus, qui a été propulsé littéralement au centre du débat français, du débat public ces derniers mois et années. Vous dites depuis 2015, après le choc des attentats de Paris et l'arrivée en Europe de nombreux réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, et cette théorie ancienne de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, vous y avez consacré avec Thomas Biry un documentaire. Il est diffusé ce soir sur la chaîne parlementaire. L'histoire d'une idée mortifère, dites-vous, qui, depuis quelques années, a inspiré plusieurs attentats racistes dans le monde. On regarde cet extrait. Dans les 5 années qui suivent, les violences de l'ultra-droite augmentent dans le monde de 320%. Le 27 octobre 2018, Robert Bowers mitraille la foule dans une synagogue de Pittsburgh aux États-Unis. 11 morts. Ses derniers mots avant de passer à l'action,
Je ne peux pas rester sans rien faire et regarder mon peuple se faire tuer. Le 3 août 2019 à El Paso, toujours aux États-Unis, Patrick Russus dénonce une invasion hispanique du Texas et parle de grand remplacement. Il assassine 22 personnes. Le 9 octobre 2019, à Halle, en Allemagne, Stéphane Balit tire sur une synagogue puis un restaurant turc. Dans une vidéo, il dénonce les Juifs, source de tous les problèmes, les féministes, cause du déclin des naissances, et l'immigration de masse. Le 10 août 2019, à Oslo, en Norvège, un admirateur d'Anders Breivik tire sur les fidèles d'une mosquée. Il dit vouloir provoquer une guerre des races. Le 15 mars 2019, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant attaque 2 mosquées. Il tue 51 personnes, filme et diffuse l'attentat en direct sur Facebook. Il se réclame d'Anders Breivik. You did engage in a terrorist act. How do you plead, guilty or not guilty? Guilty. Juste avant l'attaque, il diffuse lui aussi un manifeste sur Internet, intitulé en anglais « Le grand remplacement ». Anders Breivik, auquel il est fait référence dans cet extrait, dans votre documentaire, Nicolas Lebourg, c'est un terroriste néo-nazi qui a tué 70 personnes en Norvège en 2011, prélude de cette série d'attentats au nom de la suprématie blanche dont on vient de parler. Nicolas Lebourg, cette théorie, elle est propulsée aujourd'hui par des gens notamment comme Éric Zemmour au centre du débat public. En fait, ce que vous dites dans ce documentaire, c'est qu'elle devient un sujet de débat, comme les autres, comme actuellement par exemple la question du pouvoir d'achat. Donc elle est incorporée dans nos discussions quotidiennes, notamment à travers les médias, alors que c'est une conception absolument raciste, et je crois encore ces derniers jours, Éric Zemmour en a fait le cœur de son dernier meeting. Si tout simplement vous prenez des publications faites par l'extrême droite radicale entre la fin des années 40 et les années 70, on vous dit oui, ce sont les Juifs qui ont un complot mondialiste, ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale qu'ils avaient provoquée et ils veulent finir de détruire la race blanche par la promotion de l'homosexualité, de l'avortement, par le changement de rôle de la femme et puis surtout par la migration qui va permettre le métissage. Et c'est ça qui va permettre le pouvoir mondialiste. Bon, ça restait à une échelle complètement marginale, ce type de théorie. Ce qui est intéressant dans la période que l'on vit, c'est que ces idées comme quoi un pouvoir mondialiste cherche à remplacer les populations blanches, alors elles ont largement perdu leur caractère de conspirationnisme antisémite, même si on trouve un certain nombre de cas, par exemple dans les terroristes qu'on citait là, mais se sont diffusées de manière beaucoup plus mainstream, avec beaucoup de gens qui considèrent qu'effectivement, quelque part, l'ONU, l'Élysée n'ont rien d'autre à faire de leur vie que d'organiser l'importation de populations africaines. Et c'est ça qui est tout à fait saisissant. Et il faut reconnaître que la grande intelligence politique de M. Zemmour, ça a été de prendre tous les problèmes politiques d'une campagne présidentielle, la santé, la sécurité, tout ce que vous voulez, et de dire à chaque fois, ça a à voir avec ce diagnostic que je pose sur le grand remplacement, qui est le problème global qui permet de tout comprendre. Vous qui avez travaillé sur le grand remplacement dans ce documentaire et puis dans d'autres travaux aussi, est-ce que vous pensez que du coup, quelle que soit d'ailleurs l'issue de cette présidentielle, ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines, on a finalement monté encore d'un cran là dans l'acceptation finalement de ces théories complètement racistes? Il y a le grand remplacement, il y a la remigration aussi, dont Éric Zemmour a parlé avant de changer un peu d'avis, mais enfin quand même, qui fait qu'on a passé là encore un cliquet supplémentaire dans ce qu'on entend dans le débat public. Probablement, il y a des éléments sur la question de la diffusion des racismes. Ça dépend, vous savez, sur les enquêtes d'opinion, à quelle longueur on les prend. Quand on regarde des fois sur certaines questions, en fait, sur 40 ans, on se rend compte que tel racisme a profondément baissé et qu'au contraire, on pourrait être plutôt optimiste. Si on les prend à échelle courte et si on les met en contexte avec d'autres éléments, je crois qu'il y a cette situation qui se passe. Est-ce que finalement, les gens qui croient à cette théorie, ce sont eux qui ont construit finalement la candidature d'Éric Zemmour Déjà, pour parler des groupes d'ultra-droite et des groupes d'ultra-droite parfois terroristes qu'on a pu documenter à Mediapart avec Mathieu Sucre, on voit que beaucoup s'abreuvent de la littérature. Jean Raspail, qui est cité dans le documentaire, Éric Zemmour, quand il faisait ses interventions sur CNews, ils ont lu aussi Le Suicide français, etc. Ils lisent Valeurs actuelles. Enfin, tout ça, c'est une littérature, des interventions médiatiques, une idéologie qui va
va pouvoir servir de base pour un certain nombre de groupes d'ultra-droite qui passent à l'action. Il faut juste rappeler quelque chose, ces 4 dernières années, il y a eu quand même 6 projets d'attentats qui ont été déjoués qui provenaient de groupes d'ultra-droite qui projetaient de passer à l'action contre des mosquées, etc. Donc c'est quand même une menace qui est prise au sérieux aujourd'hui par les autorités. Et ce que craignent beaucoup les autorités, c'est quand même un individu seul qui pourrait justement abreuver toute cette littérature, toute cette idéologie, passer seul à l'action parce que lassé de cette extrême droite, entre guillemets, dite de témoignage. Donc, et on a vu l'extrême droite passer à l'action dans ces derniers mois et années en France par ailleurs. On a vu un ancien candidat du Front National attaquer une mosquée à Bayonne. Donc effectivement, il y a des passages à l'acte. Mais plus généralement, c'est effectivement le grand remplacement et toute cette idéologie, quelque chose qu'on entend maintenant énormément, on va en parler notamment à droite, etc. C'est quelque chose qui est rentré complètement dans le vocabulaire. Donc quand je parlais tout à l'heure de la sémantique, ça c'est sans doute le meilleur exemple, le grand remplacement. On voit aujourd'hui des sondages, des émissions dont le titre c'est grand remplacement, est-ce qu'on pense que ça existe ou pas, est-ce que c'est une réalité ou pas. C'est devenu quand même un sujet de débat et c'est ça qui quand même doit beaucoup nous interpeller. Alors, rappelons-le, donc c'est une théorie raciste qui a inspiré des attentats, comme votre documentaire Nicolas Lebourg le montre. Lucie, tu voulais dire. Ce qui est sidérant, c'est que même le Rassemblement national, il y a 3 ans, ne s'autorisait pas à parler de grand remplacement. Donc eux-mêmes ont cheminé, alors en faisant ce distinguo, oui, on prend le grand remplacement, mais sans le complotisme, comme si c'était possible. Et par ailleurs, ce qu'on entend dans les meetings de Marine Le Pen, c'est que elle brode autour de cette idée du grand remplacement continue, parce qu'elle sait très bien que son électorat reconnaît parfaitement les petits signaux, et elle a aussi cet arrière-fond complotiste qui serait que l'Union européenne organise la submersion migratoire par le pacte de Marrakech. Donc tout ça, il faut quand même, pour ceux qui suivent l'extrême droite depuis quelques années, c'est sidérant l'accélération sur ce thème-là. Et on a donc vu la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, on va voir ça. Être dans une grande ambiguïté là-dessus. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu une accélération très très forte en quelques mois. Donc justement, en effet, transition parfaite, c'est une théorie qui a été très présente dans le débat de cette présidentielle et on l'a vu dès les primaires des Républicains. Le grand remplacement, vous l'assumez, vous dites moi je prends cette notion-là et je dis qu'elle est valable. Mais pourquoi nier les évidences? On voit que notre société se modifie et ce changement de société, c'est l'immigration de masse, essentiellement de culture arabo-musulmane, qui est la cause de cette modification. Finalement arrivé deuxième, Éric Ciotti a rejoint l'équipe de campagne de Valérie Pécresse et ses idées dans les bagages. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. La question de courir derrière l'extrême droite pour essayer de récupérer ces thèmes, et en fait depuis les années 60, c'est-à-dire les années 60, le marqueur c'est un discours d'Enoch Powell, un homme politique britannique, qui va en fait aider l'extrême droite britannique tellement son discours est d'un racisme violent, et d'ailleurs cet homme politique, le livre Le Grand Remplacement lui est dédié, il fait partie des personnes à qui le livre est dédié. On a toujours des partis de droite qui tentent de récupérer, alors des fois ça peut aussi être la gauche, c'est pour qui ça marche cette règle, des partis de droite qui essayent de récupérer des thématiques et termes de l'extrême droite, et en fait ça accroît leur visibilité et ça aide au transfert de vote. Et manifestement, ça marche à peu près à chaque fois.